la question évidemment de l'humanisme partageable entre les religions du monde, entre les penseurs du monde, entre les intellectuels du monde, évidemment, on a ici un rôle à définir, un rôle à soutenir, c'est celui de l'intellectuel, parce que c'est lui qui doit ressusciter cette conscience et mettre en lumière cette volonté de vivre ensemble. Le travail de partage de la mémoire commune et des valeurs communes, c'est un travail qui se fait, qui est en cours, et nous, en tant qu'intellectuels, nous avons à y apporter notre concours et notre contribution, et c'est donc la thématique sur laquelle interviendra notre conférencier, Dr Abdullah Ben Mleh. Monsieur le consul général, mesdames et messieurs, chers collègues, cher Abdel, merci. Alors, 5 points très rapidement autour desquels je vais articuler justement cette intervention. La question de la mémoire, quelle place de ce concept de mémoire dans les sciences humaines sans tomber dans le travers académique, puisqu'on n'est pas là pour épiloguer à l'infini sur ce concept. Néanmoins, il me semble intéressant de savoir de quoi on parle, parce que la mémoire, c'est un concept utilisé par la psychologie, il est utilisé par les historiens, il est utilisé par les anthropologues. Donc, de quoi s'agit-il rapidement, et quelle est l'approche ou le sens du concept qui peut nous intéresser à éclairer un petit peu notre débat de cet après-midi. La mémoire commune, là aussi, grande hésitation de ma part. Est-ce qu'on parle d'une mémoire commune au sens universel? Est-ce qu'il faut parler de la mémoire commune des jeunes qui sont nés en France? Est-ce qu'il faut parler de la mémoire commune qui relie le Maroc et la France? Et là aussi, j'ai pris le pari d'orienter ma réflexion sur un aspect précis que je partagerai avec vous tout à l'heure. Le troisième point, qu'en est-il aujourd'hui de cette question de la mémoire? Et on va se rendre compte que c'est une question extrêmement sérieuse, puisque d'abord elle est au cœur d'un certain nombre, je dirais, de préoccupations politiques, de stratégies politiques, de programmes politiques, peut-être aussi une vision, une nouvelle vision justement du rapport au vivre ensemble qui se construit autour de cette notion de mémoire. Le quatrième point va concerner la question de l'identité. Là aussi, on touche à une question extrêmement complexe et sensible. Et puis, je conclurai par ce qu'il en est aujourd'hui de ce que nous appelons dans notre monde de la science politique le redéploiement des processus identitaires. En français simple, ça veut dire tout simplement qu'est-ce qui nous arrive depuis à peu près 2 décennies dans les pays qui ont adopté la démocratie moderne depuis 2 siècles. Démocratie qui, dont la vocation naturelle, c'est de dépasser justement les appartenances identitaires pour construire ce qu'on appelle de la citoyenneté. S'agit-il d'une régression aujourd'hui que de voir ces mouvements identitaires justement s'approprier du débat démocratique pour substituer à des notions de citoyenneté, des notions de race, d'appartenance culturelle, etc. Voilà aussi un vaste programme, un vaste sujet qui pourrait nous occuper pendant des heures et des heures. Alors, je commencerai par le premier point, si vous me le permettez, très rapidement. La question de la mémoire va s'inviter de manière forte grâce au travail d'un historien qui a marqué justement la tradition historienne en France, un des grands historiens de cette génération, qui est encore en vie, qui s'appelle Pierre Nora, et qui a été à l'origine d'un ouvrage de référence qui a été repris, traduit dans une
dizaine de langues et qui a inspiré, au-delà de son contenu, il a servi de modèle à plusieurs historiens à travers une dizaine de pays pour justement essayer de faire l'équivalent de ce que Pierre Nora a fait. Cet ouvrage s'appelle Lieux de mémoire et je vous invite vivement, si vous avez envie de rentrer dans une connaissance, je dirais, intime de l'histoire culturelle française, parce que à l'école et au lycée, on nous apprend beaucoup de choses sur l'histoire de France, mais ce volet concernant l'histoire culturelle est un volet qui est resté méconnu jusqu'aux dernières décennies. Et donc le travail de Pierre Nora a été un moment inaugural dans l'approche historienne pour justement comprendre pourquoi la mémoire prend autant de place et autant d'importance aujourd'hui dans les débats publics. Et je dis aujourd'hui, l'ouvrage a été publié fin des années 70. Donc on était dans l'amorce de cette justement approche mémorielle pour comprendre, essayer de comprendre pourquoi cette notion s'invite. Alors, je ne vous résumerai pas les 3 ou 4 volumes de Pierre Nora, il y en a à peu près pour 1000 pages. Peut-être l'idée qui pourrait nous intéresser ici, compte tenu du débat sur lequel nous sommes cet après-midi, c'est tout simplement l'hypothèse que nous propose Pierre Nora pour nous aider à comprendre pourquoi cette dimension mémorielle prend une place aussi importante. Pour lui, c'est une espèce de réaction par rapport à un monde qui est dans un processus de déracinement. Alors ce terme est un peu désuet, parce qu'on est au-delà du déracinement aussi, aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années déjà. Les années 70, on parlait de déracinement, et c'était déjà beaucoup, parce que le déracinement, c'est-à-dire le mouvement de la campagne de l'Asie, l'entrée massive de la modernité dans la vie quotidienne des individus, l'extension de la modernité sur le plan géographique, l'universalisation d'un certain nombre de pratiques modernes, etc. Aujourd'hui, on est au-delà du déracinement, et j'utiliserai un concept d'un philosophe français que peut-être certains d'entre vous connaissent et qui est probablement un des concepts les plus éclairants, Gilles Deleuze, qui nous parle du processus de déterritorialisation qui nous permet peut-être de mieux comprendre comment, justement, l'être de la postmodernité, ou peut-être qu'on est au-delà de la postmodernité, en tout cas, l'être d'aujourd'hui, il est au-delà du déracinement, il est dans des processus de déterritorialisation. On reviendra, si vous le souhaitez, sur ce que ça traduit comme comportement dans notre quotidien. Et selon lui, donc, si la mémoire s'invite, c'est parce qu'il y a ce processus de déracinement, donc il faut revenir à la mémoire pour justement se rassurer, pour s'inventer peut-être des généalogies qui sont vraies ou fabriquées, ou mythifiées, etc. Et puis de l'autre côté, il y a cette dimension anxiogène de la modernité dans laquelle nous vivons, un avenir que plus personne ne sait prédire, même les meilleurs spécialistes de la prospective, mais quand ils le prédisent, en général, c'est pour dessiner plutôt un tableau peu rassurant, pour ne pas dire un tableau noir, ce qui nous parle de ce qui va se passer au niveau des richesses de la mer. On ne pourra plus manger de poisson, paraît-il, dans 30 ou 40 ans, le réchauffement du climat, etc., etc. Alors ces deux éléments réunis, à la fois le sentiment d'être arraché à une mémoire historique, et puis un avenir incertain, anxiogène, voilà ce qui explique l'arrivée de la thématique de la mémoire, justement, dans le travail des historiens. Ce travail a été repris, enrichi et repensé par un historien que nous connaissons tous probablement, qui est aussi un collègue d'Almani, qui est Benjamin Stora, et qui a apporté une dimension supplémentaire à ce que, justement, Pierre Nora nous a proposé à travers, justement, ces volumes sur le lieu de mémoire, puisque Benjamin Stora, en tant que spécialiste de l'histoire de l'Algérie, et notamment de la guerre d'Algérie,
il nous donne un certain nombre de clés de lecture qui nous permettent de comprendre justement ce qui est propre à cette mémoire de l'immigration, de l'exil, de la colonisation, de la décolonisation, de l'affrontement et de la coopération entre des cultures qui sont passées par, comme on le sait, par des cycles, je dirais, complexes dans lesquels, encore une fois, il y avait de l'affrontement, il y avait de la cohabitation. Et en partant justement de son travail sur la guerre d'Algérie, Benjamin Stora, qui est aussi un intellectuel engagé et qui essaie de penser aussi le temps présent et qui aussi a un certain nombre de positions sur un certain nombre de thématiques, eh bien, il nous dit que, en fait, un des problèmes, selon lui, qui expliquerait cette tension qui peut exister, par exemple, dans certains quartiers, dans certaines communes, entre justement des jeunes et certains programmes scolaires, c'est le refus, justement, de la France pendant des décennies d'assumer justement une histoire, l'histoire justement de la guerre d'Algérie, pour parler de cet événement, qui n'était jamais désigné comme étant une guerre. On parlait des événements, on parlait des événements. Des événements qui ont fait des centaines de milliers de morts, c'est plus des événements. Et en même temps, il renvoie aussi, je dirais, si je peux me permettre la balle, à la vision que le pouvoir algérien a construit autour justement de la guerre d'Algérie. Il en fait une espèce de mythologie, et Benjamin Stora, je le cite, donc c'est une révolution sans visage contre une guerre sans nom. Une guerre sans nom pour la mémoire française, et pour l'Algérie, c'est une révolution sans visage, puisque les visages de la révolution ont été, comme on le sait, éliminés physiquement ou envoyés en exil, etc. etc. Alors, toujours dans cet esprit, Stora pose la question de savoir s'il n'y a pas aujourd'hui, si on ne peut pas parler d'une fracture coloniale qui se prolonge 30-40 ans après, qui nous aide et qui nous sert de clé de lecture pour comprendre justement un certain nombre de clivages, un certain nombre de conflits que l'on peut rencontrer ici ou là, notamment dans des espaces où il y a justement cette rencontre entre ces deux cultures, et notamment les cultures qui sont issues de l'ancien empire colonial, et en particulier des pays du Maghreb. Alors, cette fracture coloniale lui fait dire que ce que l'on nomme xénophobie, racisme, appelons ça comme on veut, pour lui, il est impossible de comprendre justement ce regard xénophobe que certains secteurs de la société française, quelqu'un a eu l'intelligence de le rappeler à juste titre, c'est toujours idiot d'affirmer des choses monolithiques et de poser un constat sur une société dans sa globalité, puisqu'une société est forcément plurielle, complexe, ne pense pas de la même manière. Toujours est-il que un courant xénophobe, il existe, il s'affiche, peut-être même de manière de plus en plus visible et avec des théories, avec des moyens de plus en plus puissants, avec des intellectuels qui portent aussi, enfin des intellectuels, je mettrai, si vous me permettez, quelques guillemets, puisque le terme intellectuel a été inventé en France et on l'a appliqué à un monsieur qui s'appelle Zola et qui a pris position contre le capitaine Dreyfus. Et lorsqu'on a eu un deuxième temps fort de l'intellectuel français, c'était quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, qui est allé soutenir les ouvriers qui luttaient pour leurs droits à Billancourt. Et la troisième figure emblématique de l'intellectuel français, c'est un certain Michel Foucault, qui lui, c'est du haut de sa chaire de professeur au Collège de France, est descendu dans le quartier latin pour défendre justement la condition carcérale et la manière dont les lieux d'enfermement fonctionnent en France. Peut-être la question qu'on peut se poser aujourd'hui, qui
pour le moins troublante, y compris pour un vieux comme moi, qui ai vécu 40 ans en France. Et lorsque je vois qu'aujourd'hui, les deux figures qui se prétendent comme les figures emblématiques de l'intellectuel en France, ce sont un certain monsieur Zemmour et un monsieur Houellebecq, on est peut-être en droit de commencer à douter de la capacité qu'a eue la France pendant 3 siècles à produire de l'intelligence, si aujourd'hui elle affiche à la face du monde deux figures d'intellectuels qui portent ces deux noms que je ne répéterai point, puisque je pense qu'ils n'ont pas besoin d'un surcroît de publicité quand on sait que l'ouvrage du premier a été vendu par millions d'exemplaires. Je pense que beaucoup de grandes figures de l'intelligentsia française se retourneraient dans leur tombe s'ils apprenaient qu'aujourd'hui, dans ce beau pays qui a produit la Révolution française, qui a produit la République, qui a produit cette belle devise de l'égalité, liberté, fraternité et solidarité, qu'on oublie toujours parce qu'elle s'est invitée un peu plus tard, à la fin du XIXe siècle, c'est une belle valeur. Eh bien, si aujourd'hui, à travers le monde, l'image de la France est incarnée par ces deux figures, heureusement qu'on en a d'autres, mais qui sont peut-être un peu moins suivies, moins écoutées, et qui ont peut-être aussi un peu moins d'appui et de soutien dans l'univers médiatique. Alors, donc, mémoire commune, deuxième point rapidement, j'irai sur la demande d'Argeltev, puisque je suis discipliné quand on me dit qu'il faut parler d'un sujet, mais je n'obéis jamais à la manière dont je dois en parler. Je prends le thème et je l'aborde avec la liberté que j'ai apprise à la fois au Maroc et ici, mais que j'ai apprise surtout dans ce pays qui nous a expliqué à plusieurs reprises la valeur absolue de cette liberté d'expression qu'on doit conserver et protéger. Alors, le Maroc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y aurait 36 000 choses à dire sur la question. Je dirais simplement que si les deux mémoires auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, la mémoire d'un pays comme l'Algérie, et que je connais bien puisque j'ai eu l'occasion d'y aller au moins une dizaine de fois dans le cadre de mes activités universitaires et autres, c'est une mémoire extrêmement complexe pour les raisons que nous connaissons tous, puisque 130 ans de colonisation, des départements qui étaient considérés comme des départements français, et une guerre, justement, de décolonisation, comme on en a eu quelques-unes au XXe siècle, et c'est probablement une des guerres qui a été, fait partie des guerres les plus violentes. C'est une mémoire particulière si on essaie de la comparer à la mémoire maroco-française. Les conditions de la décolonisation n'étaient pas les mêmes. Le Maroc ne s'appelait pas une colonie, c'était un protectorat, même si j'ai pu démontrer dans mes travaux que le terme protectorat, c'était tout simplement cette espèce de voile pudique qu'on a jeté sur quelque chose qui commençait à devenir de plus en plus une colonisation en bonne et due forme. Mais 44 ans de colonisation, protectorat-colonisation, ça n'est pas 130 ans. Et à partir de là, je dirais qu'il y a une mémoire un peu plus apaisée, même beaucoup plus apaisée, mais qui ne consiste pas à gommer l'histoire.